Nous sommes chez Inès de la Fressange et elle va décrypter pour nous le tout premier défilé de Karl Lagerfeld chez Chanel, celui du 25 janvier 1983, le premier d'une nouvelle ère pour la mode française et pour la mode tout court. Un des défilés les plus importants des 50 dernières années qui a redéfini la carte du luxe, la façon de faire de la mode. Bonjour, je suis Loïc Prigent, abonnez-vous à ma chaîne pour tout savoir de la mode, les coulisses des grosses machines et des toutes petites machines. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien louper et laissez un commentaire. Subtitles are available, I hope you're having fun. Inès de la Fressange, dans les années 1980, est celle qui va ouvrir tous les défilés Chanel. Elle est une star Chanel, en exclusivité. Quand elle apparaît, la salle applaudit. Elle marche, la main sur la hanche, facétieuse, majestueuse, radieuse, rieuse. Ce sont les années insouciantes où le public peut passer sur le podium en plein défilé. Inès de la Fressange incarne l'idéal chanélien. Elle devient elle seule un des codes Chanel. Dans les coulisses du défilé, c'est elle que les caméras traquent. Avec casquette de rappeuse ou énin de reine, elle peut tout incarner. Elle est la diva de Chanel pendant la première partie du long règne de Karl Lagerfeld sur la maison de couture. Et pendant ces années, c'est toujours elle qui l'accompagne quand il sort saluer. Sa dernière apparition sur un podium Chanel date de 2010 et à nouveau le duo de choc salua ensemble. Elle est l'une des mieux placées pour nous raconter ce premier défilé Chanel par Karl Lagerfeld en 1983. Bonjour. Ça va bien? Bah ouais, on se plonge dans le passé là. Printemps-été 83. Alors bah là déjà, tout de suite, il y a un tailleur bleu porté par une américaine, Diane DeWitt, et un tailleur rouge porté par une Française qui est Anne Roire. Chanel, quand elle est revenue après la guerre et qu'elle a recommencé, les gens voyaient ça d'un mauvais œil à Paris. Et c'est vraiment grâce aux États-Unis qu'elle a pu recommencer vraiment et qu'elle a eu du succès. Et donc Karl, qui connaît l'histoire de la mode par cœur et la petite histoire de la mode par cœur aussi, et bien tout de suite met une américaine qui est très très bien vue par les journalistes, qui était un mannequin qui travaillait énormément à New York, pour montrer, bon, c'est une chose française, mais ça va aux américaines. Et on est où? Alors, on est rue Cambon, et ce qui est amusant, parce qu'à l'époque, les défilés se faisaient totalement sur des podiums assez hauts d'ailleurs, et donc de revenir là, rue Cambon, pour le premier défilé jamais fait par lui pour Chanel, c'était important parce que c'était comme renouer avec l'époque de Chanel où évidemment les défilés se passaient rue Cambon. Alors après le bleu et le rouge, eh ben, il fallait le blanc normalement. Allez. Et alors me voilà. Ça déconne quand même parce que c'est pas bleu, blanc, rouge. C'est rouge, blanc, bleu. Ouais, mais enfin, bon... le drapeau américain, le drapeau anglais, tout ça est un petit peu dans le désordre. Alors, c'était beaucoup plus lent tout de même. Je suis toujours un petit peu possue, mais je l'ai fait encore un petit peu plus, comme les mannequins le faisaient à l'époque. 1983, LVMH et Kering n'existent pas. Louis Vuitton ne défile pas. Ce défilé Chanel, c'est le premier défilé d'une nouvelle ère. Une ère lagerfeldienne d'un luxe à la française qu'on revisite pour le rendre tellement efficace qu'il est impossible de résister. La naissance de la nouvelle machine de guerre du luxe français. Ronald Reagan est président des États-Unis. Il fait son 3e discours de l'Union ce jour-là. Margaret Thatcher dirige l'Angleterre. Britain has regained her confidence and self-respect. Ce même 25 janvier 1983, on teste les réacteurs de la fusée Challenger à Cap Canaveral. C'est les mannequins traditionnels où on montrait à l'intérieur la doublure. Voilà, ça plus jamais on fait ça quoi. Alors là, ils montrent la maîtrise aussi. Et puis on disait que les doublures des tailleurs Chanel étaient tellement un plaisir personnel pour la cliente et que tout était raffiné, même ce qui ne se voyait pas. Ils savaient que pour Chanel, tout ce qui était à l'intérieur et personnel était important. Ça, j'adore ce passage, parce que c'était petite veste bleu marine juste parfaite. Ça tombe parfaitement avec la blouse bleu marine en dessous, juste le bouton en perles blanc. Moi, je trouve ça d'une élégance totale. Et alors là, c'est le grand oral avec une aisance inouïe. Et là, il montre très doucement, avec excellence.
Ce qui est marrant, c'est qu'au premier rang, là, on voit Madame Chirac, et puis des dames qui sont des clientes. Les longs cheveux, ça c'est Gonzague Saint-Brice, qui à l'époque écrivait pour le L. Et juste derrière, toute petite, on la voit à peine avec des lunettes noires, un col blanc et des cheveux noirs. Alors elle, c'était la présidente de Chanel aux États-Unis. Et en fait, c'est elle qui a eu l'idée. Kitty D'Alessio. Au premier rang, il y a Claude Pompidou, épouse de l'ancien président de la République, Georges Pompidou. Bernadette Chirac, épouse du futur président de la République, Jacques Chirac, mais aussi l'actrice Isabelle Adjani. L'héritière et reine de la cosmétique, Paloma Picasso. L'héritière et reine de la cosmétique, Hélène Rochas. L'acteur et reine de la cosmétique, Jean-Claude Brialy. Et juste derrière, encore quelqu'un d'important, avec l'écharpe blanche et son collier en triangle qu'elle portait tout le temps, André Putman. André est une grande amie de Karl depuis longtemps, et elle aussi avait tenté de faire un lien entre Chanel et Karl 10 ans auparavant, et Karl avait refusé. Et là, elle a participé beaucoup au fait que Karl rentre chez Chanel. Karl qui captait tout ce qui se passait de son époque perpétuellement, je crois qu'il a senti que c'était le bon moment pour une renaissance de la maison, un développement plus important, parce que à cette époque-là, on l'oublie facilement, mais Chanel avait qu'une seule boutique de prêt-à-porter, et c'était là, rue Cambon. Chanel elle-même était contre le prêt-à-porter. Pour beaucoup de gens, ça paraissait même très improbable que Chanel revienne. C'était ce que portait ma grand-mère, ce que portait ma mère. Et donc l'image de Chanel, c'était voilà, une dame avec un chignon. On comprenait pas comment ça pouvait être contemporain. Karl Lagerfeld a travaillé 16 heures par jour sur cette collection Chanel, à tel point qu'il a perdu 11 kilos, régime ou surmenage, ou les deux. Il a 44 ans ou 49 ans, selon les sources. Il vit avec Jacques de Bachère depuis plusieurs années. À ce moment-là, il travaille aussi pour Fendi, Chloé et sa propre marque. Il a hésité avant de reprendre Chanel. La maison n'est plus assez branchée, il ne cache pas qu'il aime moins la Gabrielle Chanel des dernières années. Il a perdu l'habitude des ateliers de haute couture et de leur maniaquerie chronophage. Il critique même leur lenteur publiquement la veille du défilé dans Women's Wear Daily. Alors là, on a vu Jacques de Bachère. C'était la seule personne totalement intime avec Karl, à la point de le taquiner vraiment. Et il était comme une espèce d'enfant au passage terrible de Karl. Et ça amusait cette impertinence, ça amusait Karl. Et puis Karl le trouvait extrêmement élégant, extrêmement vieille France. Il y avait un côté, d'ailleurs, 1914 avec sa petite moustache. Et puis, il était un peu comme un gentilhomme du 19e siècle, un peu dilettante. Et le contraire de Karl, qui travaillait 24 heures sur 24. Et tout ça enchantait Karl. Il a des lunettes de soleil, vous pensez que c'est parce qu'il est sorti la veille ? Très probablement. Kirat, elle était indienne et on disait qu'elle marchait parfaitement, elle marchait de la façon la plus classique. Mannequin de cabine de Saint-Laurent, Paris des années 50, juste avant qu'il arrive, c'était ça, c'était des femmes avec des gants, encore des chapeaux. C'est toute l'avenue Montaigne, hein, tout le mythe de la Parisienne auquel il a été sensible. Lui était un jeune garçon assistant chez Balmain et donc il a vu toutes ces femmes très sophistiquées et qui remplissaient les salons à l'époque pour venir voir les défilés dans l'après-midi. Je réalisais pas du tout à l'époque que tout était pensé de la sorte. Je réalisais même pas mon rôle à moi. À l'époque, je faisais 42 défilés à peu près pendant le prêt-à-porter. Jamais j'avais défilé comme ça aussi sérieusement. Mais là, vu le contexte, je me suis dit, ce serait ridicule de faire comme je fais d'habitude. Mais enfin, il fallait quand même un petit twist, un petit clin d'œil. Ce qui est très drôle, c'est qu'après un début comme ça, très élégant, très classique, où il emballe forcément tout de suite la salle, il n'y a pas de blague, il y a vaguement la chaîne dans le dos, alors que la chaîne de Chanel se portait sur la jupe et devant, quand il y a trois rangs. Et là, tout d'un coup, très vite, il y a ce vêtement avec ce jeu de manches comme ça, manche qui rentre dans la manche, et là il y a une chose de créateur. Là il peut pas s'empêcher tout d'un coup, comme s'il s'ennuyait en fait, de dire bon bah là c'est tout ça est un petit peu trop facile. Et immédiatement il fait une chose très créative et très forte, et comme pour annoncer ce qu'il va vouloir faire plus tard.
Ça, c'est un modèle que Virginie Viard a refait à l'identique. C'est encore connaissance de l'histoire de Chanel. Karl voulait finalement que je sorte un tout petit peu du lot et que je sois comme si j'étais un peu une cliente qui passait par là. Comme si j'étais juste quelqu'un qui s'habillait en Chanel. Oui, comme je restais beaucoup aux essayages, j'étais beaucoup là et tout, j'étais peut-être plus à l'aise. Et finalement, ça lui convient très bien parce qu'il disait à l'époque que Chanel devait être incarné par une femme, qu'il devait y avoir une image, que lui était un homme qui ne pouvait pas s'habiller en Chanel. Et il a prouvé ensuite que non, qu'il pouvait faire des vestes Chanel pour hommes. Et là, moi, j'avais 25 ans. Et donc, de montrer qu'une fille de 25 ans pouvait s'habiller en Chanel, il pensait que c'était important pour la marque. Cette année-là, vous avez signé quoi comme contrat avec Chanel? C'était quoi les termes? Alors moi, je signais un contrat de folle furieuse. Et c'est-à-dire que c'était un contrat d'exclusivité totale. Et j'avais plus le droit de défiler pour qui que ce soit d'autre. Et donc, je travaillais que pour Chanel. Et moi, c'est ce que je voulais. Karl Lagerfeld aurait réussi à négocier un contrat d'$1 million par an et un bonus de $100 000 en vêtements à offrir aux plus chics de ses amis. Un contrat qui sera évidemment révisé à la hausse au fur et à mesure que Chanel multipliera les milliards de chiffres d'affaires. Anne Roire, qui a beaucoup travaillé avec Dominique Issermann. Et là, voilà une petite robe qui a l'air sage, et avec son petit nœud blanc, et le haut en piqué, mais qui est quand même très très travaillé. On pourrait parfaitement le porter aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop chic. Il y avait des mannequins à l'époque, japonais, chinois, américains, de toutes couleurs. C'était bien dès la première collection de montrer une diversité. André Léon-Talley, José Alvarez, au milieu je crois que c'est Antonio, c'est pas sûr. André Léon-Talley, c'était longtemps l'assistant d'Anna Wintour. Et je me souviens qu'il venait aux essayages chez Chanel et il poussait des hurlements en voyant les bijoux, les sacs. Et Karl lui disait toujours « prends » et il repartait avec des tonnes de broches et de trucs. Les gens de Chanel regardaient ça effarés parce que c'était quand même des prototypes. Ça, c'est une fille qui s'appelait Dalma, qui était très très connue à l'époque, qui était brésilienne et qui travaillait beaucoup pour Saint-Laurent aussi. Je me souviens bien d'elle, elle s'appelait Sophie Billard. Et alors, elle m'avait dit qu'elle s'était acheté une Alfa Romeo. Et je lui ai dit, mais t'as ton permis de conduire? Elle m'a dit non, pas encore. Donc, à chaque fois que je vois la tête de Sophie Billard, je me dis, comme elle était formidable et débrouillarde. Un tweed très coloré, avec des motifs assez larges. Et alors, vous voyez, le sautoir de perles. Pendant des années, Chanel vendait principalement des sacs et des sautoirs en perles. Et on voit aussi Brigitte Fossé à un moment. Alors on voit effectivement Brigitte Fossé qui n'a pas l'air de s'amuser extrêmement. Enfin, un peu bousculée, un peu mal placée. Maintenant, là, dès qu'on a une star de cinéma, on la met en valeur, machin. Là, elle a l'air d'être sur un tabouret dans le coin, quoi. Parmi les dames influenceuses du premier rang, il y a l'arbitre du bon goût, la baronne Marie-Hélène de Rothschild. Elle défend Karl Lagerfeld avec une phrase à double tranchant. « Personne n'aurait réussi du premier coup, ça va venir ». Le journal télévisé de la seconde chaîne dit que c'est du faux Chanel. Il y a aussi la rigoureuse journaliste du quotidien Le Monde, Nathalie Montservant. Elle a eu le droit d'assister à un essayage le dimanche 23 janvier et l'encense dans son journal décrit Karl Lagerfeld comme l'un des créateurs les plus imaginatifs de notre temps. À son décès, Nathalie Montservant a bien sûr exigé d'être enterrée en Chanel. Véridique. Alors là, ça c'est moi. Alors là, c'est quand j'aime pas un passage, et ben je vais à 800 à l'heure. Ça me rappelait les tenues de ma grand-mère. Et alors là, je trace, mais on dirait vraiment que j'ai un rendez-vous. Bon, ça, c'est mon look préféré, ça, je trouve ça trop chic. Pourquoi il ne l'a pas donné à moi? Les boutons dorés, le canotier, les épaules. Et du coup, ça tombait impeccablement et les femmes adoraient ça. Et on a commencé à parler de l'empowerment des femmes. On ne disait pas empowerment maintenant. À l'époque, on avait des femmes de pouvoir ou je sais pas. Et regardez, cette même semaine, Saint-Laurent propose ce tailleur, très épaulé et porté avec un canotier. Karl Lagerfeld martèle bien que désormais, Chanel sera à nouveau la référence absolue en matière de tailleur. Entre Saint-Laurent et Karl Lagerfeld, la guerre est ouverte et ne connaîtra plus aucun cessez-le-feu. C'est mon tenue préférée. Et je trouve ça chiquissime, le pantalon à pont. Alors là, il y a toutes les photos de Chanel à Venise avec Serge Liffard ou avec Diaghilev ou quoi, où on la voit avec ses grands pantalons larges, avec une casquette plutôt.
Et je trouve que c'est des photos de mode. Moi, ça, c'est mon panthéon à moi. Mais alors là, en voyant ce petit nœud noir, les boutons dorés, le canotier, tout ça, ça fait terriblement Chanel, sauf que Chanel elle-même n'a jamais montré ça sur un podium. Pour moi, c'est ce qui m'encourageait à travailler pour Chanel, parce que je me disais que c'est vraiment ce que j'aime et ce que je vois chez Chanel, c'est ça. La collection de Hambourg, il y a des choses qui reviennent comme ça, les looks du petit garçon ou quoi. C'est marrant, du coup ça veut dire qu'il va pas que dans l'archive de Chanel, de la garde-robe Chanel, il va aussi dans sa garde-robe personnelle à elle, quoi. 1983, c'est les séries Fame, Arnold et Willy, c'est Tom Selleck, Julio Iglesias, David Hasselhoff, l'aérobic, les voitures rouges, Duran Duran, Let's Dance de David Bowie, Michael Jackson et Billie Jean, Prince, Flashdance. Madonna n'est pas encore célèbre. 1983, on écoute la musique sur des cassettes qu'on met dans des radiocassettes. Les calculettes ressemblent à ça, les Walkman à ça. On fait du jogging, de la planche à voile. Les valises ne sont pas à roulettes. 1983, les téléphones ressemblent à ça. Il y a des yuppies partout et ils portent leur cravate même dans la salle de bain. Le côté un peu Chanel à Deauville, avec les rayures marins, un peu comme ça. C'était un camélia qu'elle portait en plus, non ? Oui, bah oui, tout de suite, il réintroduit les codes, les chaînes, le satin noir dans les cheveux, dans le catogan, les ceintures comme des colliers. Alors, tailleur rose, il était bien obligé d'en faire un. Pourquoi ? Parce que il y avait le tailleur rose de Jacqueline Onassis à Dallas. Ça aussi... c'est une très très jolie robe, mais totalement 40. Mais en même temps, quand on voit les perles, la coiffure, le maquillage, les chaussures bicolores, la chaîne autour de la taille, ça va. Ça, c'est aussi une silhouette complètement 1920, avec ses perles, les proportions, le gilet un peu long. C'est Chanel à Deauville. Qui faisait la presse de Chanel à ce moment-là ? Alors, il y avait Marie-Louise de Clermont-Tonnerre, qui était là déjà depuis un moment, qui est restée tout le temps, qui est longtemps après partie à la retraite. Et finalement, elle manquait trop à la maison, alors elle est revenue. Hop, tu vois là, le papillon collé dans le dos. Alors ça, c'est typique pas Chanel, quoi. Faire une petite blague comme ça, mais c'est Karl. C'est amusant, non ? Alors tous les assistants autour, oui, Karl, bien sûr. De toute façon, il n'a même pas écouté la réponse. Et ça, il l'a peut-être accroché juste avant, dans le backstage, parce qu'il s'ennuie, quoi. Genre, tiens, ça sera plus amusant comme ça. Entièrement ? Non, parce que chez Chanel, il y avait une grande tradition de bijoux fantaisie. Et puis, avant l'époque de Gabrielle Chanel, les bijoux fantaisie étaient réservés aux femmes de mauvaise vie. Et les femmes convenables avaient des bijoux de famille, désolé, c'est ça comme ça s'appelle. Et enfin, des bijoux vrais. Mais les bijoux en toc, la pacotille, la fantaisie, c'était... Non. Et Chanel a rendu ses lettres de noblesse, ce bijou de théâtre, finalement. Et elle a fait travailler des gens comme Fulco di Verdura, qui a fait de la joaillerie aussi. Et puis des copains russes désargentés, qui lui faisaient des trucs avec des documents mérovingiens. Elle a fait une ligne aussi de joaillerie, mais tous ces sautoirs en perles vendus dans la boutique, c'est des bijoux fantaisie. Et ça, c'est une des choses importantes que Chanel ait apporté. Alors aujourd'hui, on ne se dit pas que si quelqu'un porte un bijou en toc, c'est quelqu'un de pas convenable. Comment était la coulisse de ce défilé ? C'est très étrange, j'imagine, non ? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de panique, il n'y avait pas de prise de tête. Jamais avec Karl. Jamais il y avait d'angoisse ou d'hystérie. Le côté « c'est essentiel ». Non, il n'était pas du tout comme ça. Ce qui est magnifique, c'est que là, cette robe, on pourrait la porter aujourd'hui sans aucun problème encore. Et puis l'autre, elle était peut-être un peu simple pour Karl. Alors là, il fait une espèce de drapé aussi. Montrer qu'il maîtrise ça aussi, parce que la couture, c'est jouer avec les tissus. Il y a des photos de mademoiselle aussi avec une voilette comme ça. Moi, j'avais quand même regardé un petit peu des documents aussi et tout. Je m'efforce de tenir ma cigarette, de la tenir comme ça. Parce qu'il y a des photos de Chanel allongée dans son fauteuil, où elle tient la clope comme ça, qui me paraît une drôle de façon de tenir sa cigarette. On voit les proportions des années 80 aussi, le col un peu large, pas mal d'épaules, des épaulettes, la manche aussi un peu large. Donc il montre tout de suite comment il va rajeunir la maison tout de même.
Alors là, un trench, ça vous trouvez pas de trench chez Chanel. Elle-même en mettait pour aller aux courses, vieux trench d'homme avec un vieux feutre, à une époque où les femmes avaient des nids avec des oiseaux et des fleurs sur leur chapeau. Et elle piquait l'imperméable du duc de Westminster, elle allait comme... mais elle était très 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 moderne. Et alors là, tous ces sequins sont entièrement brodés. Et ça, c'est le travail de lessage magnifique. Alors là, il y a un petit peu de broderie, voilà. Ça commence, la veste entièrement brodée. Et puis ça, c'est assez Chanel. Il y a le côté, les paravents encore romandelles. Il y a des photos d'elle aussi portant des vestes comme ça. Elle était lion, comme Yves Saint Laurent. Ça, c'est Béatrice Rosenthal, toute timide. Le geste très chic de tenir son collier comme ça, très bon chic, bon genre. Et entièrement brodé. Ça tombe parfaitement, on sent les heures d'essayage. 1983, c'est le début du Diet Coke. Les maillots de bain pour femmes et pour hommes ressemblent à ça. Les cravates sont fines et bordeaux. Les jeux vidéo ressemblent à ça. Les pubs pour soda ont encore le droit d'être sexistes. Les hommes d'affaires ont le droit de reluquer. Les mecs au supermarché ont le droit de reluquer. Le père de famille a le droit de reluquer. La mannequin, elle a paille et on la plonge dans le soda. 1983, la société de consommation bat son plein. La vie est une comédie musicale de consommation. C'est formidable. Les brosses à dents ressemblent à ça. Tous les hommes et les femmes portent le même trench beige. Et clairement, il y a de l'ecstasy dans les burgers. Ça, c'est aussi Mercedes qui travaillait beaucoup était argentine. Alors, il a toujours eu un faible pour les Sud-Américaines, Karl. Il aime bien. Il y avait une fille qui s'appelait Nubia, qui faisait de la cabine aussi, qui était sud-américaine, vénézuélienne, je pense, qu'il adorait. C'est dense quand même, il y a toujours 2 ou 3 mannequins sur le podium en même temps. Il veut pas qu'on s'ennuie. Non, il y a toujours. C'est pour ça qu'il parlait vite, il avait toujours peur qu'on s'ennuie, Carla. Et alors, dans la tradition, c'était le mannequin de cabine qui était la mariée. Ensuite, c'était tout le temps moi, parce que j'étais là. Mais dans tous les défilés de couture, il y avait une mariée. Et alors là, ils respectent la tradition parce que c'est une robe pour une jeune fille. Et puis, il y a la petite veste Chanel. Ils cochent toutes les cases. Et alors ensuite, normalement, il doit arriver. Karl apparaissait à la fin des défilés, 4 secondes, il montrait vaguement la tête et il repartait. Au premier étage, ce sont les salons où on reçoit les dames pour la couture. Le studio est juste au-dessus, et, 2 étages au-dessus. Tout le monde applaudit, André Boutman applaudit. Des gens étaient rassurés là, parce que plein de gens qui étaient contre l'arrivée de Karl. Un Allemand, et puis il n'a jamais fait de couture, il ne savait pas qu'il avait travaillé chez Patou et chez Balmain. Et il trouvait que c'était une drôle d'idée. Et puis, il n'était pas si star, Karl, à l'époque non plus. Il avait des cheveux gris, pas encore à l'époque. Et puis, voilà, il embrasse Anna Emory, qui était la seule à faire de la couture au Japon. Voilà, hop, le photographe le pousse, là, carrément. Et puis, il enlève ses lunettes. Hein. Il n'a même pas d'éventail. Voilà. Oh, c'était super rigolo pour moi de voir ça parce que aujourd'hui, dès qu'il y a un défilé ou quoi, il y a 50 000 photos, puis on voit tout sur Instagram. Là, je crois que je l'avais jamais vu, tout simplement. Alors, tout ce temps qui est passé, ces années 80, moi j'ai l'impression que c'était avant-hier. Bon, c'est dramatique. Hein. T'as quelque chose à dire, Mosca? Viens là. Viens, Mosca. Ah, caméra? Chenille numéro 5. Voilà. Et Mosca, il s'appelle là. Il est un peu cabou. Voilà, nous étions le 25 janvier 1983, le jour où Karl Lagerfeld a transformé la déjà géniale maison Chanel en plus que géniale machine de mode impossiblement séduisante. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de mode et plus de Chanel. Tapez sur la cloche de notification et laissez un commentaire avec au moins 5 fois le mot Chanel. Bon week-end, non? Allez, bisous. On est quoi? On est lundi, mardi? Ah oui. Oui, bon week-end. Bon week-end.